Parce que les minorités, malheureusement, elles n'ont souvent pas accès dans les parlements et de pouvoir exprimer leur voix. Alors voilà les avantages d'une démocratie qui peut avoir d'autres défauts par ailleurs. Mais quel est le problème de la démocratie? Le problème, d'abord, et ça c'est Claude Lefort qui l'avait bien mis en relief, c'est qu'une démocratie n'a pas de vérité. C'est-à-dire, elle donne le pouvoir pendant un certain nombre d'années à une vérité qui a obtenu une majorité aux élections, mais elle n'a pas... Alors qu'un système théocratique, la vérité, c'est Dieu. Un système d'un parti unique, le parti est propriétaire de la vérité, le stalinisme, propriétaire de la vérité. Partout où vous avez la dictature, vous avez la propriété de la vérité. Alors la démocratie, quand on est en dictature, on aspire à cette liberté, mais on souffre parce qu'on ne peut pas avoir une foi d'honnête. Sinon, on peut croire à la nécessité de la démocratie, mais il faut que la foi soit ailleurs, et à ce moment-là, je vais venir à ce point, un des points terminaux, qui vont être celui de l'humanisme régénéré. Donc, si vous voulez, très rapidement, qu'est-ce que j'ai essayé de vous dire? J'ai essayé de vous parler de cette trinité humaine dont il faut voir tous les aspects interdépendants et ne pas voir des morceaux séparés. Et ça, c'est vital, pas seulement pour des politiques, mais je dirais que pour chaque citoyen, chaque personne, c'est tellement important de savoir qui nous sommes, à quel point nous sommes des êtres fragiles, à quel point nous pouvons succomber, à quel point si M. Eichmann avait été fonctionnaire à la Silicon Valley, il n'aurait pas fait provoquer un tel instrument de génocide des millions de juifs à Auschwitz. Il y a tout ça. Si Bonaparte avait été, disons, plus jeune, il n'aurait pas fait la campagne zéliste. Vous savez, voilà, il faut se rendre compte. D'ailleurs, chacun d'entre nous est quelque chose, est le fruit d'un spermatozoïde sur des millions qui se sont égarés. Il y en a un seul qui a réussi à trouver le moyen de féconder. Nous sommes, voilà, nous vivons dans ce monde-là. Et c'est pas, le monde n'est pas livré au hasard total, c'est un mélange de nécessité et de hasard, et il faut se rendre compte qu'on vit dans le risque de l'inattendu. Alors, j'arrive donc à ce début de conclusion, qui est l'humanisme régénéré. Dans le fond, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous pouvez redéfinir l'humanisme. Alors, bien entendu, il faut d'abord distinguer deux visages de l'humanisme. Un visage qui est pervers et un autre qui est saint. Alors, qu'est-ce que c'est que l'humanisme pervers? C'est l'humanisme qui fait de l'être humain le centre du monde, qui est destiné à dominer le monde et la nature. C'était une idée qui était très courante à partir du XVIIe siècle et qui aujourd'hui se désintègre totalement. C'est pas seulement parce qu'on se rend compte que maîtriser totalement la nature, c'est quelque chose qui nous détruit nous-mêmes, mais aussi que le vrai problème, comme a dit très bien Michel Serres, c'est de maîtriser la maîtrise elle-même. Mais il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire que on pouvait penser à la conquête du monde en pensant que le monde était limité à un système solaire où nous étions quand même assez bien placés par rapport au roi soleil, la planète Terre. Aujourd'hui, nous savons que le système solaire est un petit système minable de banlieue dans une galaxie périphérique énorme qui s'appelle la Voie-Lactée, qui est elle-même dans un univers qui n'a pas de centre, qui se dilate dans tous les sens, où il y a des milliards
étoiles, etc. Qu'est-ce que ça signifie conquérir le monde? Ah, le transhumanisme va nous dire qu'on va pouvoir quitter la Terre. C'est ce que disait Hawkins, il faut qu'on quitte la Terre dans 60 ans, parce que ça sera invivable pour coloniser quelle planète ou bon. Donc, de toute façon, vous savez, alors, avant d'arriver à cet humanisme, en effet, il faut qu'on parle un peu de l'histoire. L'histoire, je l'ai dit rapidement, c'est un mélange de tragédie, de comédie, de nécessité, des moments glorieux, des beaux moments, des moments d'épanouissement, des moments affreux, bon, le crime, et les chefs-d'œuvre de l'art, et tout ça. Bon. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez ce phénomène qui est la mondialisation. Et la mondialisation, elle a créé une communauté de destin pour tous les êtres humains de tous les continents. Parce que nous avons tous les mêmes problèmes, les mêmes périls. Nous avons les mêmes périls de la dégradation de la biosphère, de la multiplication des armes nucléaires, pas seulement des armes nucléaires, mais des armes chimiques, pas seulement des armes chimiques, mais des armes informatiques, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut, par l'informatique, faire péter une société, la désorganiser totalement. Vous avez les périls extraordinaires, vous avez dans ces angoisses, vous avez une économie déréglée, vous avez un développement énorme des inégalités, et dans ce processus-là, vous avez des risques de catastrophe, parce que les angoisses que crée ce devenir, cette absence de futur incertain, fait qu'au lieu que l'angoisse aide à prendre conscience de la communauté des destins humaines, les gens préfèrent se replier sur eux-mêmes, sur leur culture, sur leur ethnie, sur leur religion, sur leur nation, et pensant que par là, ils vont évader, ils vont réussir à fuir de danger, alors qu'on ne peut fuir de danger que si vraiment se généralise la prise de conscience de cette communauté humaine. On est loin dans les appareils. Alors, nous avons deux processus absolument divergents, mais qui sont nés du même moteur. Quel est le moteur? Ou plutôt le triple moteur? Science, technique, économie. Aucun de ces moteurs n'est contrôlé. Et la science produit aussi bien des effets bienfaisants que des effets dangereux, comme l'a montré l'arme nucléaire, et même aujourd'hui, disons, les manipulations génétiques qui sont possibles, les manipulations de l'ADN que l'on peut faire maintenant, que l'on pourra faire facilement, elles peuvent être bénéfiques en éliminant des gènes nocifs de maladies, mais elles peuvent aussi nous transformer dans un sens tout à fait négatif, et dans un sens de la standardisation. On pourra avoir des bébés à la carte avec des yeux bleus et tout à fait normaux, hyper normaux. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la normalité et dans la standardisation, vous perdez la créativité et vous perdez la notion. Donc, vous avez un processus qui est, disons, le transhumanisme, qui, que ce soit par la possibilité de prolonger la vie humaine, ce qui sera possible, mais ce ne sera pas l'immortalité qui est un pur mythe, puisque le soleil mourra, la terre mourra et l'univers mourront, et que même dans une société hyper technique, vous n'arriverez pas à éliminer les virus et les bactéries qui sont aussi malignes que les êtres humains et qui se débrouillent très bien pour muter. Et puis vous n'arriverez pas à éliminer les accidents techniques, les Airbus 380 qui s'effondrent avec 500 personnes qui tombent en miettes, vous n'arrivez pas à les recoller. Donc si vous voulez, vous n'éliminerez pas, vous pouvez prolonger, mais pour moi. Vous pouvez créer une société qui soit où l'intelligence artificielle gouverne de tout, avec des villes intelligentes, avec des voitures sans chauffeur, avec des robots qui font tout le travail, mais avec des algorithmes qui contrôlent tout. Mais une société purement mécanisée, c'est une société
non pas qui donne le pouvoir aux robots, mais qui nous transforme, nous, en robots, c'est-à-dire en instruments d'une machine infernale qui est fondée uniquement sur le calcul. Donc, voilà la perspective du transhumanisme qui est le rêve de quelques technocrates ivres, déments, et qui semble fondé sur la rationalité. Et ce même processus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il provoque les catastrophes écologiques, il provoque les catastrophes du réchauffement climatique, il provoque la déforestation, il provoque les pollutions généralisées de l'agriculture. Nous sommes donc dans un système, et en même temps, les crises multiples qui viennent suscitent des fanatismes énormes, parce que dès que vous avez un fanatisme meurtrier, vous commencez à avoir vous-même un contre-fanatisme et vous réduisez la communauté dont font partie les meurtriers à ces meurtriers. Vous savez, toujours, d'ailleurs, c'est très courant, prenez l'exemple de la guerre de 14. Avant 14, il y avait un puissant parti socialiste allemand qui était contre la guerre. Vous aviez un puissant parti socialiste français avec Jaurès qui était contre la guerre. Et la veille de la déclaration de guerre, Jaurès s'est assassiné. Et dans l'ivresse de la guerre, tous les socialistes allemands et français se ruent chacun dans l'union sacrée, ils oublient leur internationalisme. Ça veut dire qu'on est capable, à un moment donné, de verser dans le délire politique qui est une chose. Nous avons eu tout un peuple, le peuple allemand, dans l'exaltation délirante du Führer. Alors donc c'est ça à quoi il faut penser. Et donc il faut penser que si nous avons un processus probable de catastrophe, mais la probabilité n'est pas du tout la certitude. Et souvent, l'improbable peut arriver. Moi, je peux donner, je le donne souvent, puisque je l'ai vécu, c'est improbable. Ça se passait en hiver, en décembre 1941. C'était les armées nazies étaient arrivées déjà en octobre aux portes de Moscou, qu'elles auraient pu prendre, mais il y a eu des pluies diluviennes qui l'ont embourbé, suivies par un gel précoce qui l'ont congelé. Et pendant cette congélation, Staline a appris par son agent SOR au Japon que les Japonais n'attaqueraient pas la Sibérie. Et il a pu, par Yukov a pu faire une opération extraordinaire, transporter des dizaines de milliers de soldats d'Extrême-Orient, bien vêtus, bien nourris, avec des Katyushkas, avec des chars sur le front de Moscou de façon secrète. Et à ce moment-là, le 4 décembre, il a déclenché la première contre-offensive qui a été une réussite, qui a refoulé de 200 km des troupes nazies, qui a sauvé Moscou. Et le lendemain, les États-Unis entraient dans la guerre avec Pearl Harbor. Autrement dit, en 2 jours, le probable qui était le triomphe du nazisme a commencé à devenir improbable. Donc, les probabilités ne veulent rien dire. Il peut arriver des événements nouveaux, il peut y avoir des virages. Moi, j'ai toujours eu foi dans l'improbable, et je continue cette fois. Alors, j'arrive à la conclusion, parce que je suis un peu long quand même. Alors, j'arrive à cette idée d'humanisme régénéré. Cette idée, c'est que l'humanisme, donc, il faut éliminer donc,